en mode écoute seule. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Claire Quesada donc de GREX, qui est le Centre de commerce international de la Chambre de commerce de Grenoble. Nous vous accueillons aujourd'hui pour ce webinaire sur le panorama des moyens de paiement à l'international. Ce webinaire donc aura une durée donc de 13h30 jusqu'à 14h, 14h15. Vous aurez la possibilité de poser vos questions au fur et à mesure de la présentation de Madame Cardi. Vous trouverez en bas à droite un petit encart avec la mention questions. C'est ici que vous pourrez poser vos questions. Nous les traiterons à la fin de la présentation. Je vais donc désormais laisser la parole à Delphine Cardi, qui est expert international à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et qui va donc vous présenter cet aperçu sur les moyens de paiement à l'international. Bonjour, donc Delphine Cardi, expert international à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Donc je vais vous présenter une présentation sur les moyens de paiement à l'international pour balayer un peu l'ensemble de ces moyens de paiement, du plus simple au plus complexe entre guillemets, avec les avantages et les inconvénients de chacun, ainsi que les particularités, et vous aider dans le choix de ce moyen de paiement dans le cadre de vos contrats internationaux. Donc, en premier lieu, donc le sommaire. Donc, dans le choix, il y a différentes étapes de vos contrats, ainsi que les critères qui vont faire que vous allez vous orienter sur tel ou tel moyen de paiement. Ensuite, on abordera les moyens de paiement dits simples, tels que le virement bancaire, les effets de commerce et le chèque. Et enfin, les techniques d'encaissement documentaire, telles que la remise documentaire, le crédit documentaire et la lettre de crédit stand-by. Et enfin, nous conclurons suite à ces différents slides. Donc, le choix du moyen de paiement. Donc, comme vous le savez, toute transaction commerciale internationale intervient de nombreuses parties et de nombreux choix sont à faire. Donc, il y a bien sûr un acheteur et un vendeur qui constituent un contrat. Et ensuite, le choix du moyen de paiement dépendra effectivement, est-ce qu'on est sur un produit ou un service, quelles vont être les conditions de règlement, quels documents seront demandés dans le cadre de cette transaction commerciale. Est-ce qu'on aura un transport multimodal? Est-ce qu'on sera sur un transport express? Est-ce qu'on sera sur du maritime? Donc ce sont tout autant de questions qui seront à se poser, de même que la question de l'assurance en cas d'avarie. Donc en fait on voit que une transaction commerciale internationale va faire intervenir de nombreuses questions sont à se poser en amont de la négociation de ce contrat et de la conclusion de ce contrat. Les réglementations aussi des différents pays en jeu ont un rôle important et peuvent parfois amener à imposer un moyen de paiement ou à interdire certains moyens de paiement aussi. Donc c'est à prendre en compte dans le cadre de vos négociations. Les différentes étapes du contrat, donc là on est parti sur un schéma très simple, il y a la commande à la base, en principe on a un délai de production, ensuite on a l'expédition et le paiement qui peut intervenir à tout moment pendant cette durée, c'est-à-dire qu'on peut avoir déjà des premiers règlements à la commande, d'autres règlements au moment de la livraison et d'autres de la livraison jusqu'à une certaine échéance. Le choix du moyen de paiement et également au moment où il va intervenir fait qu'un exportateur peut couvrir ou non son risque de production, c'est-à-dire ce fameux délai entre la commande et l'expédition, notamment lorsqu'on est sur du produit spécifique. C'est quelque chose d'important et d'intégrer dans vos négociations. Et une fois que la marchandise est expédiée, on passe sur un risque de crédit qui est tout simplement le risque d'impayé
lié à votre contrepartie qui est votre acheteur étranger. Donc le choix du moyen de paiement, en fait, diverses questions sont à se poser en amont du choix de ce moyen de paiement. D'abord, est-ce que votre client se trouve dans un pays à risque ou pas? Est-ce que ce client-là présente un risque d'insolvabilité? Est-ce que vous avez un historique avec ce client? Est-ce qu'il s'agit d'une première opération? Est-ce qu'on est sur un contrat de l'ordre de 20 ou 50 000 euros ou est-ce qu'on est tout de suite sur des gros montants? Si le pays est à risque, vous pouvez transférer ce risque sur la banque de votre client. Mais là encore, on peut aussi se poser la question sur la solvabilité de cette banque. On sait que certaines banques peuvent faire défaillance, et pas que dans des produits exotiques. On peut citer Lehman Brothers aux États-Unis, qui a dû coûter cher à pas mal de clients. Et également, le pays où se trouve mon client représente-t-il un risque également géopolitique, un risque d'embargo financier à venir? Donc, en fonction de l'ensemble de ces questions, si on répond par oui ou par non, est-ce que, par exemple, mon client présente-t-il un risque d'insolvabilité? Sinon, je peux effectivement m'orienter vers un moyen de paiement assez simple, tel que le virement, le chèque ou la traite. Si le risque est assez faible, on peut s'orienter vers de la remise documentaire qu'on développera plus tard pour avoir au moins une rétention de marchandises possibles. Ou après, s'il présente un réel risque, là, effectivement, on peut s'orienter vers un choix de règlement plus sécurisant tel que crédit documentaire ou la stand-by, ou s'orienter également vers une assurance crédit si mon client est assurable. Mon client est-il dans un pays à risque? Oui. Donc là, il n'y a qu'une solution pour couvrir ce risque, qui est la confirmation d'un crédit documentaire ou d'une lettre de crédit stand-by. Après, vous pouvez aussi également accepter partiellement un risque ou encore recourir à l'assurance crédit. Dans une transaction commerciale à l'international, donc on a un exportateur, un importateur, il s'avère que ces deux acteurs ont des intérêts contradictoires et que forcément, il va falloir trouver un moyen de paiement qui permet à chacun de trouver son compte et en tout cas de supporter un niveau de risque acceptable pour chacun. Donc là, je vous ai un peu énuméré les différents moyens de paiement et on voit bien que le paiement d'avance va convenir très fortement à l'exportateur. Par contre, dans ce cas-là, c'est l'importateur qui supportera 100% des risques et cette solution-là va moins lui plaire. À l'inverse, le virement à échéance à l'opposé va être difficilement acceptable pour un exportateur. Par contre, un importateur, lui, sera très favorable à payer son fournisseur X jours a reçu sa marchandise. Donc voilà, donc on voit qu'il y a des intérêts contradictoires. Après, différents moyens de paiement peuvent être utilisés au sein d'un même contrat. On peut très bien avoir un paiement d'avance, une partie sur un crédoc confirmé et voir une dernière partie en fonction qu'on soit sur de la vente de marchandises, la vente de grosses machines, de la vente de services, l'orientation du moyen de paiement et l'utilisation ou pas de différents moyens de paiement. Il n'y a pas de règles imposées, c'est vraiment une négociation entre un acheteur et un vendeur et en fonction aussi des délais de livraison, d'expédition partielle ou pas, que les moyens de paiement vont être. Donc on va commencer par les moyens de paiement dits simples. Donc le premier que vous connaissez tous, c'est bien sûr le virement bancaire avec, dans un premier temps, sur, on va dire, du petit export, donc de l'export européen, le virement SEPA, donc Single Euro Payment Area. Donc ce paiement se fait en euros uniquement. Depuis ou vers l'un des 28 pays de l'Union européenne, plus la liste des pays que je vous ai indiqué sur le slide. Donc, bien entendu, la Suisse est bien éligible au virement SEPA. Par contre, si vous êtes en France suisse, là, on bascule sur un virement SWIFT hors SEPA. Et dans ce cadre-là, vous n'êtes plus donc sur du SEPA et vous ne bénéficiez plus de la tarification SEPA.
Donc en termes de virement, on n'a que deux possibilités possibles, le virement SEPA et le hors SEPA. Donc tous les virements SWIFT hors SEPA sont ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Donc à partir du moment où ils sont en devise ou qui sont émis depuis ou vers un pays hors des 28 pays listés au-dessus. Alors les avantages du virement, c'est d'abord leur coût, hein, puisque c'est le moyen de paiement le moins cher, sa rapidité également et sa souplesse. Hein. Aujourd'hui, l'ensemble des banques proposent divers moyens d'émettre des virements, hein, que ce soit par internet. Il reste encore le virement papier également. Donc cette solution pour un exportateur est très sécurisante dans la mesure où le virement est émis avant même que l'exportateur expédie sa marchandise. Les points plus négatifs, c'est que forcément pour un exportateur c'est difficile d'imposer un virement par avance parce que difficile à accepter par un importateur. Et à l'inverse, si le règlement se fait par virement à échéance, l'exportateur, lui, est exposé les données nécessaires pour effectuer un virement Liban, hein, donc FR 76 plus votre anciennement RIB, et puis le code SWIFT du compte de la banque à accréditer. Ensuite, on bascule sur l'effet de commerce. Donc, c'est également un moyen de paiement dit simple. Hein. C'est le même principe que sur le marché domestique. Alors, j'ai mis l'aide de change ou billet à ordre. La seule nuance entre les deux, c'est que l'émetteur de ce titre de paiement diffère. La lettre de change est émise par le bénéficiaire, alors que le billet à ordre est émis par le tiré. Donc, dans les événements qui se passent, il y a échange donc, de ce document entre le bénéficiaire et le débiteur. Le bénéficiaire va présenter cet effet à sa banque. Il a la possibilité en fait de le remettre avant l'échéance à sa banque et d'escompter cette lettre de change. Ou bien il peut aussi l'endosser, c'est un document endossable et le transmettre à une tierce partie, également bien entendu avant l'échéance, ou bien à l'échéance remettre cet effet de commerce à l'encaissement auprès de sa banque et l'encaisser à l'échéance si il n'a pas de besoin de trésorerie au préalable. Dans ce type, aucun engagement bancaire, c'est juste la matérialisation d'une créance ou la reconnaissance de dette via un billet à ordre qui est émis à ce moment-là par le tiré, mais il n'y a pas de niveau de sécurisation supérieur. Donc voilà, le gros avantage, c'est la matérialisation de la créance, comme je le disais, et des possibilités de recours, sachant que les possibilités de recours vont dépendre du droit cambiaire. Donc là, selon votre connaissance en matière de droit cambiaire des pays étrangers, ça peut être plus ou moins sécurisant. Par exemple, sur l'Italie, c'est assez sécurisant puisque le droit cambiaire est assez strict et surtout il y a publication de l'ensemble des effets impayés en Italie. Donc les Italiens sont très peu friands des effets de commerce parce qu'ils savent que s'ils sont défaillants, ça va être affiché publiquement. L'avantage également, c'est l'escompte possible, hein, donc sous réserve de bénéficier d'une ligne d'escompte auprès de sa banque, mais c'est un des avantages de ce moyen de paiement. Et c'est également un document transmissible par endossement, ce qui n'est pas le cas de tous les moyens de paiement, donc ça peut aussi être utile à ce niveau-là. Les points moins avantageux sont qu'effectivement, comme je le disais, ça ne supprime pas le risque d'impayé. Hein, vous, en tant qu'exportateur avec un règlement par effet, vous conservez le risque d'impayé sur votre client, alors, sauf si aval bancaire. L'autre inconvénient, c'est également qu'il faut avoir une connaissance du droit cambiaire du pays de votre acheteur. Et attention, l'acceptation lorsqu'on est sur un règlement à échéance ne signifie pas que votre paiement sera forcément honoré à l'échéance.
Un effet accepté ne signifie pas un engagement pur et définitif du paiement à l'échéance. Et l'autre inconvénient, c'est que si vous êtes sur du produit spécifique et que vous êtes en risque de production, ce risque-là n'est pas couvert par les faits puisque vous le présentez après avoir expédié. Alors le chèque, je l'évoque, bien que comme vous pouvez le voir en bas de paiement, qui est à proscrire à l'international, bien qu'il existe, mais bon, très peu utilisé, et ce pour plusieurs raisons. Alors le chèque à l'international peut être présenté de deux manières. Il y a deux modes d'encaissement. Il y a ce qu'on appelle le sauve bonne fin, c'est-à-dire que vous êtes crédité immédiatement, enfin le bénéficiaire du chèque est crédité lors de la présentation de ce chèque, mais sous réserve d'impayé. Moi, j'ai vu des chèques revenir impayés dans des délais supérieurs à 8-9 mois après sa présentation. La réglementation des chèques n'est absolument pas les mêmes en France. Et c'est vrai qu'en France, on a une culture assez développée du chèque qui n'est absolument pas la même à l'étranger. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête et limiter au maximum ce moyen de paiement. Alors, l'avantage du somme bonne fin, effectivement, c'est que le crédit est rapide. Donc, en fonction du pays sur lequel le chèque est tiré de jours, il y a un quand même de valeur à respecter qui va de 3 à une dizaine de jours, certains nombres. Et le gros inconvénient, c'est effectivement le risque d'impayé que vous ne maîtrisez absolument pas et qui peut intervenir de manière très présentation du chèque. Et puis, il y a un autre risque, c'est le risque de perte. Alors, ça, on voit sur des activités telles que des ventes aux enchères ou des antiquaires ou des choses comme ça, dont l'industrie, bien heureusement, n'utilise pas le chèque à l'international. L'autre mode de présentation d'un chèque à l'international, c'est ce qu'on appelle à l'encaissement. Donc là, le chèque est physiquement envoyé à la banque du tiré pour être encaissé. Donc là, dans ce cadre d'un chèque à l'encaissement, si vous êtes crédité, c'est que le chèque est définitivement payé. Le risque d'impayé est supprimé. Par contre, les délais sont plus longs pour être réglés. On dépasse bien les 10 jours au-delà de la présentation. Le coût est aussi plus élevé qu'un chèque présenté en sauve bonne fin. Et puis, vous conservez toujours le risque de perte de ce chèque également. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur le chèque à l'international, qui est un moyen de paiement qui existe, mais qui, d'une manière générale, est quand même à éviter pour éviter tout problème de règlement. Juste une petite parenthèse, il existe aussi différentes formes de chèques en fonction des pays. Je parlais de l'Italie tout à l'heure. Autant ils n'aiment pas l'effet du temps, ils sont assez friands du chèque, puisqu'en fait, pour pouvoir encaisser un chèque italien, il doit apparaître diverses mentions. Mention de non-transférabilité, il y a également un angle qui ne doit pas être coupé, vous verrez des pointillés. Sur l'Espagne, il existe ce qu'on appelle aussi des pagarés, qui sont des chèques à échéance. Donc voilà, donc en plus, il peut y avoir différentes formes de chèques, avec des encaissements variables ou pas, et des validités de chèques en fonction du pays du tiré et des habitudes de ces pays-là. Voilà pour le chèque. On bascule maintenant sur les techniques d'encaissement documentaire. Donc la technique la plus simple restant la remise documentaire. Donc on part toujours à la base d'un contrat commercial signé entre un exportateur et un importateur. Une fois ce contrat signé, donc l'exportateur va expédier sa marchandise, contre quoi il va remettre les documents à sa banque. Dans ce cadre-là d'une remise documentaire, je me permets de préciser qu'il n'y a aucun contrôle des documents par aucune des banques. Et de la même manière, il n'y a pas d'engagement bancaire. En fait, l'exportateur va mandater sa banque de remettre les documents à la banque de l'importateur, mandater la banque de l'importateur de remettre les documents à l'importateur, soit contre paiement si on est dans le cadre d'un règlement à vue, soit contre acceptation si on est dans le cadre d'une remise documentaire à échéance. Donc DP document contre paiement et DA document contre acceptation. Donc
Voilà le schéma et le circuit des documents et du règlement. Donc il n'y a pas de lien entre les deux parties, c'est bien au moment du règlement la banque de l'importateur qui va débiter le compte de l'importateur pour créditer la banque de l'exportateur qui à son tour créditera l'exportateur. Voilà. Je me permets d'insister sur le schéma parce que c'est le même que sur le crédit documentaire qu'on verra un peu plus loin, mais avec des engagements bancaires, ce qui change quand même la donne. Alors les avantages de la remise documentaire, c'est qu'en fonction du document de transport qui est utilisé dans le cadre de cette remise et dans le cadre de cette exportation, et si nous sommes sur un paiement à vue, l'acheteur ne peut pas prendre possession des marchandises. Je m'explique, si on est sur un bill of lading, donc un document de transport maritime qui est à ordre de la banque, il faudra que la banque de l'exportateur endosse ce document pour que l'importateur puisse récupérer cette marchandise. Bien entendu, la banque de l'exportateur endossera ce document que si elle peut honorer le paiement, c'est-à-dire que si le compte de son client est approvisionné, qu'elle peut le débiter pour payer cette remise. Donc c'est un avantage, mais qui reste limité, puisque l'exportateur, une fois qu'il a expédié sa marchandise, certes, son client ne peut pas en prendre possession, mais elle est à l'autre bout du monde, coincée dans un port. Donc soit vous avez possibilité de trouver un acheteur rapidement qui puisse récupérer cette marchandise, soit au mieux, vous pouvez aussi faire rapatrier cette marchandise, mais les coûts de transport retour seront encore à votre charge. Donc voilà, donc c'est un avantage, mais qui a ses limites. Les inconvénients, c'est le risque d'impayé, puisque là, encore une fois, il n'y a pas d'engagement bancaire, donc vous conservez le risque d'impayé sur votre client. Le risque de production et d'expédition, ces risques-là ne sont pas couverts. Le risque aussi de non-retrait de ces marchandises, puisque si finalement votre client vous a passé commande et puis il n'a plus besoin de la marchandise qu'il vous a commandée, il a toujours la possibilité de ne pas honorer le paiement de cette remise et donc de ne pas au port. Donc et tout comme le paiement par effet, l'acceptation de l'effet dans le cadre d'une remise documentaire pour récupérer les documents ne signifie pas que vous serez payé de manière certaine à l'échéance. Il faut être également prudent là-dessus. Alors, pour tout ce qui est prudent, et également si vous êtes sur de la prestation de service, pour tout paiement documentaire, il faudra bien voir quels documents peuvent matérialiser cette prestation et que ces documents-là soient acceptables par l'ensemble des parties, c'est-à-dire par l'acheteur et par le vendeur. Je développerai un peu plus sur la partie crédit sans transition. Donc là, je vais vous présenter le fonctionnement du crédit documentaire, de l'émission jusqu'à l'expédition. Vous voyez l'ensemble des parties intervenantes, que sont l'exportateur, l'importateur. Il y a d'autres prestataires pour l'émission de certains documents, tels que les assureurs, les chambres de commerce, etc. Et puis, bien entendu, les transporteurs. À l'origine, il y a forcément un contrat commercial, auquel vous aurez anticipé justement le moyen de paiement et vous aurez décidé. Alors quand je dis vous, c'est à la fois l'importateur et l'exportateur qui est tombé d'accord sur un règlement par crédit documentaire. C'est toujours l'importateur qui est le donneur d'ordre et qui fera les démarches auprès de sa banque pour demander l'ouverture du crédit documentaire. La banque de l'importateur émettra le crédoc auprès de la banque de l'exportateur qui elle-même va notifier ou confirmer en fonction qu'on soit sur un crédoc irrévocable ou irrévocable et confirmé. Donc va notifier ce crédoc à son client qui est l'exportateur. Une fois que l'exportateur a eu son crédoc notifié, il sait que l'engagement bancaire est bien là, qu'il est couvert. S'il veut couvrir son risque de production, il peut alors commencer à produire. Si on est sur du produit standard et qu'il a la marchandise qui est prête, il peut expédier.
Il va préparer les différents documents d'expédition. Donc, en fonction de l'Incoterm, il faudra peut-être qu'il présente un certificat d'assurance. Il fera certainement émettre un certificat d'origine. Lui-même aura des documents à émettre par lui-même, tels que la facture, la packing list, voire d'autres documents. Et donc, il va préparer ces différents documents d'expédition. Et ensuite a lieu l'expédition de la marchandise. Ensuite vient la réalisation du crédit documentaire. Donc ça, c'est toute la partie amont jusqu'à l'expédition. Donc là, l'exportateur est expédié. Il va présenter, il a un certain délai pour présenter ses documents auprès de sa banque. Ce délai est d'un maximum de 21 jours. Ce sont les règles et usances uniformes qui régissent le CREDOC, qui imposent ce délai. Les documents vont être ensuite analysés. Donc là, on a bien un examen des documents obligatoires pour vérifier s'il y a des irrégularités par rapport aux termes du crédit documentaire dans l'ouverture. Et suite à ça, donc la banque de l'exportateur va envoyer les documents à la banque de l'importateur qui, à son tour, va examiner les documents. Si les documents sont conformes, elle va transmettre les documents à son client qui est l'importateur et en contrepartie, si on est sur un paiement à vue, va débiter l'importateur. Cette banque va créditer la banque de l'exportateur qui elle-même à son tour va créditer l'exportateur. Si on est sur un paiement à échéance, la banque, bien entendu, de l'importateur ne va pas attendre l'échéance de règlement pour envoyer les documents, puisque sinon ça poserait des problèmes au port ou aux douanes. Donc les documents sont envoyés immédiatement. Et en contrepartie, il y aura une acceptation de paiement entre les deux banques. Et à l'échéance, par contre de manière irrévocable, l'importateur sera débité et la banque de l'importateur viendra créditer la banque de l'exportateur qui à son tour créditera l'exportateur. On va aborder maintenant la thématique de la confirmation et du risque pays. Comme on disait tout à l'heure dans les questions à se poser, c'est est-ce que je suis sur un pays à risque ou pas et est-ce que également la banque de mon client étranger est-elle à risque ou pas donc ça, c'est une question importante à se poser et dans ce cadre-là, dans le cadre d'un crédit confirmé, eh bien, vous supprimez le risque politique du pays, qui est le risque de non-transfert en cas d'embargo financier. Vous supprimez également le risque bancaire de la banque de votre client. Et ça couvre, là, comme j'ai mis, le risque de défaillance de la banque émettrice. Par contre, il y a quelque chose qui est important de noter, c'est que la banque de l'importateur, donc la banque désignée, n'a aucune obligation de confirmer. C'est-à-dire que toute banque réceptrice d'une ouverture de crédit documentaire n'est pas dans l'obligation de confirmer. Il faut savoir que les banques ont des lignes sur des capacités de risque qu'elles s'autorisent à prendre sur certaines banques et certains pays. Cette notion de risque est différente d'un établissement à l'autre. Donc certaines banques vont confirmer certaines banques, d'autres pas. C'est vraiment une décision propre à chaque établissement bancaire. Autre élément important, pour qu'une banque puisse confirmer un crédit documentaire, il faut que dans la zone SWIFT de confirmation soit indiqué confirme ou may had. Si il apparaît without, la banque ne peut pas confirmer le crédit documentaire. Une spécificité aussi au niveau de la confirmation sur certains pays, je pense à la Chine, les banques chinoises considèrent qu'elles ne font pas supporter de risque et qu'elles sont sur un pays stable et qu'elles sont largement solvables. Et donc, elles refusent d'ouvrir des crédits documentaires confirmables, donc avec la mention with ou may had. Et dans ce cas-là, on peut procéder à ce qu'on appelle une confirmation silencieuse au lieu du croire, c'est-à-dire c'est un accord entre la banque de l'exportateur et l'exportateur, tout à fait neutre pour la banque émettrice,
et de faire une confirmation entre vous et nous sans que la banque émettrice en soit avisée. Alors, les avantages et les inconvénients d'un crédit documentaire. Le premier avantage, c'est qu'il permet de mettre malgré tout, on parlait des intérêts contradictoires tout à l'heure, il permet de mettre d'accord quand même les deux parties que sont l'importateur et l'exportateur, puisque l'exportateur peut supprimer son risque de production, supprime son risque d'impayé et peut supprimer également le risque de défaillance bancaire étranger et le risque géopolitique. L'exportateur, dans ce cadre-là, a l'assurance d'être payé dans la mesure où il présente des documents conformes. L'importateur, lui, à l'inverse, a la certitude que tant que le contrat n'est pas réalisé et que la marchandise n'est pas expédiée, il ne déboursera rien. Il ne peut être appelé à payer que si la marchandise est partie. Donc de ce point de vue-là, c'est un avantage pour les deux parties. Et il permet également pour l'importateur d'obtenir de manière beaucoup plus aisée un délai de paiement, puisque l'exportateur est couvert par une banque. Donc, ça permet d'obtenir des délais de paiement importants. On peut voir des crédocs import à 180 jours. Alors, on va évoquer également la lettre de crédit stand-by, qui est un dérivé, on va dire, du crédit documentaire, mais qui n'est pas un moyen de paiement. Mais je l'ai quand même mis dans cette présentation. Pourquoi ? Parce que dans le cadre d'une négociation, on peut utiliser quand même la lettre de crédit stand-by qui est très utile, qui n'est pas forcément développée, qui est utilisée de manière plus importante, notamment sur les pays anglo-saxons. En fait, c'est une garantie complètement indépendante et sécurisée qui permet en fait de se garantir du risque d'impayé de son client. Et comme son nom l'indique, la stand-by est là en attente en cas uniquement de défaillance. Alors un crédoc comme une stand-by peut être très utile pour sécuriser ses ventes ou ses achats, mais la rédaction du SWIFT émis est très importante. Et il y a une vigilance importante à apporter à la lettre de crédit stand-by, à quelles règles elle est soumise, puisqu'elle peut être soumise au RU 600, que sont les règles et usances uniformes rédigées par la Chambre de commerce internationale, ou les règles et pratiques internationales relatives au stand-by, qui sont plus souples dans l'examen des documents, donc pour plus de rigueur, et quand on est sur une opération commerciale pure et dure, il est préférable d'utiliser les RU 600, puisqu'en cas de défaillance de l'acheteur, la stand-by va se transformer en terre et il y aura des documents demandés et un examen de documents qui sera fait. L'avantage de la lettre de crédit stand-by, c'est qu'elle est moins lourde et moins chère qu'un crédit documentaire, puisqu'elle est émise une fois et en principe, le flux des documents et les flux financiers sont faits directement entre l'acheteur et le vendeur et ne transitent plus par les deux autres banques. Alors pour les exportateurs, ça apporte un même niveau de sécurisation que le crédit documentaire. Et l'autre avantage, c'est qu'on n'a pas ces délais d'examen de documents qu'on a pour le crédit documentaire. L'inconvénient, c'est que c'est moins sécurisant pour l'importateur, puisqu'en fait, il peut y avoir une mise en jeu de la stand-by. L'exportateur peut présenter selon les documents justement qui sont demandés, et c'est là où c'est important de bien rédiger la stand-by pour l'importateur, et donc lui peut être appelé à payer alors même que la marchandise n'a pas été expédiée. En principe, la lettre de crédit stand-by pour couvrir justement un courant d'affaires régulier, one shot, bien qu'on le voit également, mais en principe, ça couvre, en principe, on a mis une stand-by l'encours qu'on peut porter sur un fournisseur sur cette période-là. Rapidement, parce que je crois que je suis un peu en retard, le schéma de la stand-by, donc vous voyez, c'est un peu toujours le même que le crédit documentaire. La demande d'émission est toujours à l'initiative de l'important qui va transmettre
l'émission de cette stand-by auprès de la banque de l'exportateur qui elle-même va notifier la stand-by à son client. En principe, s'il n'y a pas de défaillance de paiement, les marchandises vont être expédiées par l'exportateur et en contrepartie, l'importateur fera un virement à la date prévue du règlement auprès de l'exportateur. C'est uniquement dans ce cadre-là qu'il y a mise en jeu de la lettre de crédit stand-by. Et dans ce cas-là, ça se transforme, entre guillemets, en crédit documentaire. Et donc, l'exportateur va alors notifier le non-paiement et présenter les documents qui seront demandés dans le cadre de cette stand-by. Il y aura un examen de documents effectué donc, par la banque de l'exportateur, par la banque de l'importateur, et effectivement, si les documents sont conformes, on débite l'importateur pour créditer les différentes banques et arriver jusqu'à l'exportateur. Donc voilà le principe d'une stand-by. Ça peut être très utile, effectivement, aussi comme moyen de paiement. Donc c'est un mode de règlement à avoir à l'esprit. En conclusion, il n'y a pas de moyen de paiement privilégié. Un tas de critères sont à prendre en compte dans le choix de ce moyen de paiement. Tout d'abord, le montant du contrat. Comme je disais, si on est sur une facture à 20 000 €, on va peut-être être moins regardant que si on est sur un contrat qui peut dépasser 1 million d'euros, voire 500 000 aussi, tout dépend le montant moyen de vos factures. L'incoterm aussi est absolument incontournable, et en tout cas le choix de cet incoterm ne doit pas être fait au hasard, hein, puisque de là va incomber vos obligations, que vous soyez importateur ou exportateur, et également tout ce qui est transfert de risque. Donc c'est un élément à prendre en compte. Le pays de la contrepartie, hein, les réglementations locales, on a tous en tête, notamment sur l'Algérie, encore 3-4 ans, le crédit documentaire était imposé pour toute importation algérienne. Donc là aussi, il faut vous renseigner quand vous commencez des négociations sur un nouveau pays. Est-ce qu'il y a une réglementation locale? Pas mal de pays du Maghreb ou du Moyen-Orient aussi acceptent les paiements d'acompte, mais dans une certaine limite. Parfois, c'est 20% du contrat commercial maximum versé par avance. Donc voilà, toute cette réglementation évolue dans le temps. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à vous tenir dans lesquels vous exportez. Le risque de cette contrepartie, c'est-à-dire du pays également. Hein, on parlait tout à l'heure du risque d'embargo financier. La banque du client ou de votre fournisseur aussi sont à connaître, et notamment dès que vous montez en montant et que vous pensez basculer sur du crédit documentaire, il est important de connaître le partenaire bancaire de vos clients et fournisseurs. Bien entendu, les frais financiers liés à ce moyen de paiement ont aussi pèsent dans la balance, hein, je dirais. Si vous avez un très beau contrat mais sur un pays très risqué, et que les coûts de confirmation soient tels qu'ils mangent la moitié de votre marge, ça peut amener aussi à réfléchir. Donc voilà, donc j'ai listé les principaux critères. Bien entendu, c'est une liste non exhaustive. Hein. Et le plus difficile, c'est ce que je disais, c'est que c'est un accord entre deux parties. Donc vous devez être d'accord, vous et votre partenaire, qu'il soit fournisseur ou client. Et bien entendu, on remarque, hein, mais vous avez déjà dû bien vivre cette situation, c'est un rapport de force entre un acheteur et un vendeur qui fait que souvent c'est tel ou tel moyen de paiement. Le principal, je dirais, je ne dis pas qu'il ne faut prendre aucun risque, et vous le savez mieux que moi. L'essentiel, c'est d'avoir analysé ces risques au préalable et d'être conscient des risques que vous prenez quand vous optez pour tel ou tel moyen de paiement. Je pense que c'est le plus important, c'est être conscient des risques que l'on prend et non pas les subir et se rendre compte un peu tard qu'il aurait fallu peut-être réfléchir avant à effectivement opter pour une autre solution. Voilà, j'espère que cette présentation a été claire. Donc merci beaucoup Delphine pour cette présentation qui était très claire et très complète.